Radio J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. La deuxième partie de Géopolitique, le MAG. Merci d'être avec nous ce soir sur Radio J. Nous rejoignons désormais la géopolitologue Léa Landman. Bonsoir Léa. Bonsoir Steve. Et merci d'être avec nous. Vous vous concentrez également sur les dernières remarques, les dernières propositions de Donald Trump qui auraient pu avoir un impact grave et considérable sur la prochaine libération d'otages. Alors oui, les remarques choquantes, ça dépend, de Trump continuent donc, et cette fois, c'est le cessez-le-feu qui est remis en question. Et après que le Hamas a annoncé geler la libération des otages prévus pour samedi, Trump a lancé un ultimatum. En ce qui me concerne, si tous les otages ne sont pas rendus d'ici samedi à midi, je pense que ce sera le moment approprié. Je dirais qu'il faut annuler et que plus aucune règle ne tienne et laisser l'enfer se déchaîner. Bon, ce qui a eu quand même pour effet de mettre le gouvernement israélien dans un tourbillon incroyable. D'un côté, depuis le début, le gouvernement ne semble pas enthousiaste à l'idée d'aborder la seconde phase de l'accord. De l'autre, il est intéressant de noter quand même que dans les raisons données par le Hamas, en tout cas au début, maintenant c'est un peu différent, mais au début, la deuxième phase n'est même pas mentionnée. Donc Israël rejette les violations dont parle le Hamas, mais il n'empêche que les pourparlers de la deuxième phase n'ont pas débuté officiellement. Donc tourbillon. Ça signifie, Léa, que ces déclarations mettaient un petit peu en difficulté les autorités israéliennes ? Ah, mais elles ont mis complètement en difficulté, puisque en fait, il y a eu 4 déclarations du bureau du Premier ministre. Parce que maintenant, Israël doit elle doit naviguer en fait entre Trump et le Hamas. Ouais. Israël doit insister sur la libération de tous les otages encore en vie samedi, rester dans les lignes du cessez-le-feu, ça devient un peu compliqué. Donc le compromis, c'est que Netanyahou a déclaré que les otages doivent être libérés samedi, où Israël reprendra les combats, les otages, sans donner de nombre. Donc ça, c'est un peu le compromis. Qu'est-ce qui s'est passé du côté des médiateurs pour permettre finalement que 3 otages soient libérés samedi ? Alors, d'abord, oui, ce sera probablement 3 otages samedi, pas tous les otages. Donc, on va rester sur l'accord de cessez-le-feu. En fait, entre-temps, les négociateurs et les pays arabes mettent un maximum de pression sur le Hamas, différents moyens de pression. Et j'avoue quand même qu'on n'a pas trouvé beaucoup de détails, ni beaucoup de personnes qui se sont exprimées sur ces moyens de pression. Un jour, quand tout ça sortira, ce sera vraiment intéressant de savoir quels moyens de pression il y a aujourd'hui qu'il n'y avait pas il y a 15 mois et pourquoi il y a 15 mois, ces moyens de pression n'ont pas été utilisés. Léa, est-ce qu'on peut dire que c'est quand même un effet positif des déclarations de Trump ? Ça met la pression sur les États arabes qui ensuite la mettent, si j'ose dire, sur le Hamas. Ah oui, mais alors clairement, déjà, la première phase va reprendre probablement. Deuxièmement, le roi de Jordanie a été le premier leader à la Maison-Blanche, le leader arabe à visiter la Maison-Blanche. Là, tout le monde a trouvé aussi un compromis. Les États-Unis dégèlent l'aide financière et la Jordanie accepte de recevoir 2000 enfants palestiniens malades. Le roi Abdallah II était visiblement, on l'a vu, mal à l'aise, Il clignait des yeux. Enfin, vraiment, c'était dur à voir. Et quand même, il a déclaré attendre la proposition égyptienne pour une solution à Gaza qui sera présentée en entier au nom des pays arabes lors d'un sommet spécial de la Ligue arabe, probablement le 27 février au Caire. On en reparlera tout de suite. Léa, qu'en est-il de l'Égypte ? Juste un dernier mot avant l'Égypte. Abdallah II a quand même fait une déclaration très claire après avoir quitté la Maison-Blanche en disant nous n'accepterons pas le transfert, etc. et nous serons coordonnés. L'Égypte s'arme jusqu'aux dents et tente de construire la plus grande flotte du Moyen-Orient. Al-Sisi doit naviguer entre un sentiment anti-israélien hyper violent dans la rue, sa guerre contre les frères musulmans, l'anarchie en Libye et ce qu'il perçoit comme une menace en Éthiopie avec la construction d'un barrage sur le Nil. Il n'empêche, le focus égyptien est sur Gaza et Israël. Depuis des semaines, les Israéliens rapportent des mouvements de l'armée égyptienne dans le Sinaï. Tsahal précise quand même que les Égyptiens n'ont pas violé les accords de paix, mais avec le stress ambiant, les surprises du 7 octobre, etc., la paranoïa ambiante, on se dit, est-ce qu'on n'est pas en train de rater, des Israéliens, certains Israéliens se disent, est-ce qu'on n'est pas en train de rater une attaque égyptienne ? Alors, je vous rassure tout de suite, je pense que ça fait quand même partie des théories de conspiration pour l'instant. L'Égypte a tout à perdre à attaquer ou à entrer en guerre avec Israël. N'empêche, en ce qui concerne le plan de Trump, les Égyptiens sont furieux. Et de mémoire, on ne se souvient pas de telles tensions entre les États-Unis et l'Égypte. Al-Sisi reporte sa visite à Washington si la proposition de Trump reste sur la table. Le président égyptien a demandé des réponses quant aux menaces d'arrêter l'aide américaine, une des rares qui n'a pas été gelée. Et des sources diplomatiques affirment que l'accord de paix avec Israël n'aura plus de valeur si les États-Unis mettent à exécution leur menace de suspendre l'aide à l'Égypte.
Alors évidemment, c'est pas exactement comme ça et tout ne dépend pas de l'aide humanitaire, enfin de l'aide américaine, mais c'est quand même un gros volet de cette histoire. Bon, on en a déjà discuté. L'Égypte voit comme une menace un flot de réfugiés gazaouis, Hamas inclus, mais au-delà de ça, on l'a dit, c'est la rue égyptienne qui risque de se révolter. Et là, Sisi aura un vrai problème. Et c'est là qu'on revient à la réponse égyptienne, qui présente une partie de son plan déjà de reconstruction pour Gaza. Qui Alors, la ressemblera à proposition quoi, ce plan? Bon, pas de grande surprise. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on revient 2 États, Jérusalem-Est comme capitale, et cetera. Mais ça, on n'en a pas parlé pour l'instant. Ils n'en parlent pas. C'est le grand titre de ce sommet. Mais là, On pour n'est pas l'instant, il y sur aura les un mêmes bases. développement des Pardon, on n'est pas sur les mêmes Non. bases du plan présenté par la Ligue arabe en 2002. On a changé un peu certains paramètres ou? Alors, on ne sait pas encore, c'est ce qu'on verra. L'idée, c'est le plan de paix de 2002 revisité, j'imagine. En tout cas, pour l'instant, ce que l'Égypte a sorti, ça a à voir que avec Gaza. Donc, le déblaiement des décombres, la construction de complexes résidentiels. Et donc, la seconde partie sera présentée lors du sommet de la Ligue arabe, mais on sait quand même que ce sera basé sur la proposition de 2002. Il sera mis en œuvre, ce plan, en coopération avec les pays arabes, l'Union européenne et l'ONU, et s'étendra de Rafah au sud jusqu'au nord de la bande de Gaza. Il faut aussi savoir qu'avant le sommet, un sommet restreint réunissant les dirigeants, écoutez bien, de l'Égypte, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et la Jordanie se tiendra également. C'est surprenant, c'est pas surprenant, mais c'est aussi surprenant un peu puisque le Qatar se met à l'intérieur des 5 États qui sont relativement en bons termes, et on voit bien que le Qatar continue à s'immiscer dans ces pourparlers. Et maintenant, parlons de ce fameux sommet. L'Égypte a appelé à un sommet d'urgence à la fin du mois avec 2 objectifs, mais à la demande de l'autorité palestinienne. Un, c'est proposer un contre-plan pour la reconstruction de Gaza au nom des pays arabes, donc une réponse unifiée. Et ensuite, appeler à une conférence internationale en présence de donateurs. Maintenant, l'Égypte précise qu'elle est en contact avec d'importants donateurs multinationaux, des gestionnaires de fonds souverains de la région du Golfe et de grandes entreprises de construction en vue de la conférence. La conférence, donc demandée par Mahmoud Abbas, examinera également une proposition de l'autorité palestinienne. Je pense que ça, on leur dit pour être plutôt poli avec l'autorité palestinienne. Maintenant, tous les acteurs savent que la reconstruction de Gaza, c'est pas qu'une question d'argent. Il faut comprendre qui va gérer tout cela. Je pense que la proposition arabe dira que c'est l'autorité palestinienne qui gérera cette histoire. Et là, vous vouliez zoomer également sur des déclarations qui vous semblent importantes prononcées par le secrétaire général de la Ligue arabe. Oui, alors c'est rapporté par Memri. Ahmed Aboul-Gate a appelé le Hamas à renoncer au pouvoir à Gaza. Il a déclaré que l'objectif de l'annonce du plan de Trump pour Gaza était d'inciter les pays arabes à présenter une proposition alternative, pas mal. Il a précisé que le sommet arabe prévu à la fin du mois discutera effectivement d'une telle proposition qui serait acceptable pour tous les Palestiniens, ainsi que pour les Arabes et la communauté internationale. Il ne dit pas que pour les Palestiniens. Il a également souligné que la Ligue arabe entretient des relations uniquement avec l'autorité palestinienne et non avec le Hamas. C'est vrai par intermittence, c'est-à-dire les relations, elles sont beaucoup plus conflictuelles et compliquées, et c'est un peu du chaud-froid, et a suggéré que ce dernier abandonne le pouvoir si l'intérêt palestinien l'exige. En réponse, on a une réponse d'un journaliste saoudien de renom qui dit le Hamas doit renoncer au pouvoir. Donc en fait, on met le Hamas dans l'étau de 2 côtés. Oui. Okay. Et il parle de l'intérêt palestinien qui exige que le Hamas abandonne le pouvoir. Ça, c'est évidemment hyper intéressant. Encore une fois, les valeurs des déclarations de la Ligue arabe, elles ne sont pas intéressantes en soi, elles sont intéressantes dans ce contexte-là, puisque l'intérêt des pays arabes est de montrer un front commun. Pour proposer assez rapidement une alternative au plan, enfin, en tout cas à la proposition de Donald Trump. Ouais. Oui, donc c'est vraiment une question de coordonner une réponse et de proposer un plan qui ait une alternative. Bon, on a dit tout à l'heure que l'idée, c'était de faire un petit tour d'horizon de la réaction des pays arabes et musulmans, et je suis obligée, mais vraiment Steve, obligée de terminer par la déclaration d'Ahmed Davutoglu, ancien Premier ministre d'Erdogan, ancien ministre des Affaires étrangères et grand théoricien de la politique étrangère turque du concept de zéro ennemi aux frontières, c'était vers 2010. Il est aujourd'hui à la tête du Parti du Futur qu'il a créé après sa démission du gouvernement et avec beaucoup de désaccords avec Erdogan. Lui, donc, déclare, comme le rapporte Turkey Today, en réponse au plan de Trump concernant l'occupation de Gaza, il a déclaré que les habitants de Gaza devraient organiser un référendum et rejoindre la Turquie. Maintenant, en tant que Turc issu du sujet ottoman, je dis ceci.
Le dernier État légitime des Gazaouis était l'Empire ottoman. Pense-t-il que nous n'allons pas soutenir les Gazaouis qui n'ont jamais eu de citoyenneté légitime en dehors de l'Empire ottoman et qui ont combattu aux côtés de nos grands-pères simplement parce que les États-Unis viennent s'emparer de Gaza? Que les Gazaouis organisent un référendum et jusqu'à l'établissement de l'État palestinien, qu'il soit rattaché à la Turquie en tant que région autonome, a affirmé le député C'est le turc. retour des Et empires, ça, chère Léa. mais ça, c'est du délire total. C'est-à-dire que non seulement, pour moi, il détruit un peu tout le narratif palestinien en une seconde et demie qui parle d'État palestinien depuis des décennies, etc. Mais il propose quoi? Il dit en fait, ayez peur de moi, tout le Moyen-Orient, parce que mon idée géniale de 2010 de néo-ottomanisme, je le remets sur le tapis, je vous montre concrètement ce qui se passe. Ça a rajouté à ça ce qui se passe en Syrie. Hmm. L'Empire ottoman est de retour au moins dans les têtes. Et de retour, en tout cas dans les idées et dans les déclarations. Mais je ne pense pas que que ça soit un grand soutien aux Palestiniens, cette déclaration. On verra ça. Merci beaucoup, Léa Landman, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes géopolitologue et qu'on a le plaisir de vous retrouver chaque semaine dans Géopolitique, le MAG. À la semaine prochaine. Bonne soirée. À la semaine prochaine, Signe. Bonne soirée.